Bonjour, bienvenue sur Radio SV. Cette émission est sponsorisée par les cours Galien. Les cours Galien sont des écoles préparatoires au concours de santé, notamment médecine, avec 13 écoles un peu partout en France, dont à Rennes. Ils ont une connaissance de toutes les spécialités dans le domaine médical. Dès la première année, vous assisterez à des cours en présentiel avec des intervenants du monde médical. Vous aurez la possibilité d'avoir des fiches de cours pour vous aider à mieux comprendre et garder le rythme dans toutes les matières. Les cours Galien proposent également du coaching mental pour vous aider et vous accompagner durant votre année, pour améliorer vos performances, vous motiver ou encore gérer votre stress. Ils offrent un suivi personnalisé pour chaque élève. Des locaux sont disponibles pour travailler seul ou accompagné et vous aurez le plaisir de travailler dans une bonne ambiance tout au long de l'année. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter leur site internet cours-galien.fr. Et tout de suite, votre émission. Hasard et découverte. Sciences, Géographie, technologie, archéologie, médecine. Une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bonjour et bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous recevons John Wilson Marshall pour nous parler de l'or californien. Bonjour Monsieur Marshall, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, merci. Et vous? Je vais bien, merci. Bon, racontez-nous votre découverte. Eh bien, je travaillais pour John Sutter à l'entreprise Sutter's Mill. Et le lundi 24 janvier 1848, je devais creuser un fossé pour apporter l'eau à sa nouvelle scierie. Dans la terre que je creusais, j'ai vu quelque chose qui brillait et je m'y suis approché. Je me suis assis en tremblant et surtout très étonné. J'étais sûre que c'était de l'or. Le morceau avait la taille d'un petit pois. D'accord, très intéressant. Et après, vous l'avez ramassé? J'ai hésité longtemps avant de le prendre, mais je l'ai tout de même fait. Je suis ensuite allée le faire analyser et j'ai découvert que c'était de l'or 23 carats, soit 96% d'or. Monsieur Sutter voulait garder ça secret, mais un magazine new-yorkais l'a mentionné le 19 août 1848. Et le 5 décembre de cette même année, le président James Knox Polk a confirmé cette découverte. Et c'est ça qui a déclenché la ruée vers l'or? Oui, c'est exact. Une vague d'immigrants du monde entier débarquèrent en Californie. San Francisco est passé de 1000 habitants en 1848 à 25 000 habitants en 1849 et 150 000 en 1870. Ah oui, quand même. Parlez-nous du contexte historique. Au 19e siècle, la conquête de l'Ouest bat son plein alors que le gouvernement américain et de nombreux Européens veulent coloniser la Californie. Surtout que ce n'est qu'un État depuis 1850. Et quant à votre ex-patron? Contrairement à ce que vous pouvez penser, il a fini sa vie pauvre car la mine d'or qu'il a achetée ne rapportait pas. Il a été chassé de ses terres et a déclaré à la fin de sa vie: sans la découverte de l'or en Californie, je serais devenu l'homme le plus riche de la côte ouest. Quelle histoire bouleversante. Et vous, qu'êtes-vous devenu? J'ai moi aussi été chassé de mes terres par des chercheurs d'or et je n'ai jamais profité de ma découverte. Quelle triste histoire. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage exclusif. Au revoir Monsieur Marshall et au revoir chers auditeurs. Au revoir. C'était Hasard et découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et découverte. Sciences, géographie, technologie, archéologie. médecine. Une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bonjour chers auditeurs et auditrices, bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Avez-vous déjà été en retenue, plus familièrement appelée colle? Eh bien aujourd'hui nous allons parler de la superglue. Un invité spécial va arriver, il s'appelle Harry Cover, spécialiste de la fameuse glue. Bonjour Monsieur Cover, comment allez-vous? Bonjour Laetitia et bonjour chers auditeurs et auditrices. Pouvez-vous vous présenter? Je suis chimiste et je travaille dans la technologie et l'innovation aux États-Unis et je construis des objets pour l'armée américaine. En 2010, j'ai obtenu un prix Nobel et j'ai passé mon bac et master en sciences. À l'époque où vous avez créé la colle, où travailliez-vous? Je travaillais dans le laboratoire de recherche de l'entreprise Kodak sur la côte est des États-Unis. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas censé créer de la colle, mais autre chose. Oui, à l'origine, j'étais censée mettre au point des lunettes de visée permettant d'agrandir la cible avant de tirer avec une arme, composée de plastique transparent. Quand avez-vous découvert la superglue et quand l'avez-vous mise en vente? J'ai accidentellement créé la superglue en 1942 et je l'ai commercialisée en 1998. Pour ceux qui ne savent pas, pouvez-vous nous dire ce que c'est la superglue? C'est un plastique transparent qui colle fortement, tout ça avec quoi il rentre en contact, même la peau. Quelle est la matière de la colle? J'ai développé une nouvelle matière plastique, le cyanocrylate. D'où vient ce nom? Je l'ai appelé comme ça parce que le nom en anglais vient du lien fort qu'ils peuvent former avec n'importe quelle surface en présence d'humidité. J'ai entendu dire qu'au départ, ça ne s'appelait pas superglue. Oui, lorsque je l'ai vendu pour la première fois, je l'ai nommé S-Man 910, puis quelques années plus tard, je l'ai nommé Superglue. A-t-elle déjà servi médicalement? Oui, durant la guerre de Vietnam, des soldats américains l'employèrent pour refermer certaines plaies. Des problèmes sont-ils survenus pendant votre expérience? J'ai rencontré un gros problème. La première fois que j'ai créé cette matière, elle collait partout dans mon laboratoire et cela abîma tous les équipements du laboratoire.
Comment avez-vous obtenu cette colle? J'ai utilisé des acrylates et un composé chimique. C'était ma dernière question. J'espère que cette interview vous aura plu et que vous avez appris de nouvelles choses sur Harry Coover. À bientôt et à la prochaine sur Radio Saint-Vincent. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et Découverte, Sciences, Géographie, technologie, archéologie. médecine. une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bonjour, bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous accueillons Jacques-Joseph Champollion que nous avons surnommé Gigi l'Ancien. Bonjour Gigi. Bonjour, De quoi êtes-vous venu nous parler ce matin? je vais vous parler de la pierre de Rosette. En 1799, celle-ci a été découverte par le lieutenant Pierre-François Bouchard par hasard en Égypte. En Égypte, lors d'une expédition? Oui, effectivement, lors de la campagne d'Égypte de Napoléon Bonaparte en 1798, après avoir glorieusement battu les Italiens, il partit dans ce pays en emmenant sur son navire entre 150 et 170 savants. Napoléon voulait envahir l'Égypte avant leurs ennemis, les Anglais. Il était fondamental pour eux de posséder ce pays, qui est une étape importante sur la route des Indes. Le 21 juillet, ils ont battu les Mamelouks en à peine 2 heures. Quelle belle victoire! Et cette pierre, qu'est-elle devenue après cette conquête? Dès que mon frère Jean-François Champollion a appris cette découverte, il a tout de suite décidé qu'il allait la décrypter. Et qu'est-ce qu'il y avait d'écrit ou dessiné sur cette pierre de basalte? Dessus, il y avait inscrit 3 textes, un en démotique, un autre en grec et le dernier en hiéroglyphe. Cette écriture figurative signifie image sacrée. La pierre noire date de 196 avant Jésus-Christ et parle du pharaon Ptolémée V. Votre frère a donc réussi à la décrypter? Oui, depuis tout petit, il est passionné comme moi par les langues anciennes. À 15 ans, il décide de consacrer sa vie à l'étude de l'Égypte. Puis peu après, à 20 ans, il devient professeur. En quelle année a-t-il réussi à la décrypter? En 1822, il m'a dit qu'il tenait l'affaire, et il comprend que certains représentent des sons et d'autres des idées. Grâce à cela, des savants ont pu découvrir le contenu d'autres textes des Égyptiens de l'Antiquité. Malheureusement, il est mort à l'âge de 42 ans, et j'ai continué à faire éditer ses travaux. Quelle aventure! Et au fait, d'où vient le nom de Rosette? Rosette est en réalité une ville, appelée Rachid en égyptien. Merci d'être venu jusqu'ici, au plaisir de vous revoir en espérant une nouvelle découverte. C'était Radio Saint-Vincent avec Jacques-Joseph Champollion. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et Découverte, Sciences, Géographie, technologie, archéologie. médecine. une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous aborderons le sujet de la radioactivité. Nous recevons Anatole Capin, spécialiste de la radioactivité. Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Capin. À présent, nous allons vous poser quelques questions. Très bien. Pouvez-vous nous raconter la découverte de la radioactivité? Bien sûr, c'est Henri Becquerel qui découvre la radioactivité en 1896 quand il remarque que des particules émises par les substances radioactives qu'il étudie contiennent toutes de l'uranium. Mais où intervient Marie Curie dans cette découverte? C'est plus tard qu'elle découvre d'autres matériaux radioactifs et d'autres propriétés du rayonnement radioactif de certains matériaux. Donc, globalement, comment fonctionne la radioactivité? En fait, quand un atome a une particule en trop pour une raison quelconque, il doit se débarrasser d'une partie de sa masse pour se stabiliser. Pourquoi un atome aurait-il une particule en trop? Dans le cas de la fission nucléaire, lorsqu'on le bombarde de neutrons, l'atome d'uranium se divise en 2. Dans d'autres cas, la stimulation de l'atome peut être très différente, comme par rayonnement gamma, et la réaction de l'atome le sera tout autant. Ces rayonnements sont-ils nocifs? Oui, certains rayonnements émis lors de la réaction sont cancérigènes, comme les rayonnements gamma que l'on retrouve dans l'espace, auxquels les astronautes sont malheureusement exposés. Pensez-vous que le nucléaire soit l'énergie du futur? Eh bien, en ce qui concerne la fission, c'est déjà l'énergie d'aujourd'hui. Quant à la fusion, sera-t-elle l'énergie du futur? Eh bien, je ne sais pas. Des milliers de scientifiques travaillent sur cela et on aura la réponse lorsque nous maîtriserons la fusion. Merci beaucoup pour votre présence, Monsieur Capin, spécialiste de la radioactivité. Nous vous reverrons dans le prochain numéro. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et Découverte, Sciences, Géographie, technologie, archéologie. médecine. une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence.
Ah, mon plat de pâtes est enfin prêt. C'est quand même pratique le micro-ondes quand j'y pense. Je me demande bien quel génie l'a inventé. Tiens, et si j'allais interviewer ce génie? Bonjour monsieur Hébert, vous qui êtes spécialiste du micro-ondes, expliquez-nous son fonctionnement. On ne dit pas micro-ondes, mais four à micro-ondes. Celui-ci contient un magnétron. Mais qu'est-ce qu'un magnétron? C'est un appareil qui crée des micro-ondes électromagnétiques. Ces ondes sont également utilisées par des radars. Pouvez-vous me dire comment ces ondes sont diffusées dans le four? Ces ondes sont diffusées grâce à un agitateur, une sorte de ventilateur qui les découpe et les envoie en tous sens. Elles rebondissent sur les parois de métal et repartent en tous sens. On dit que les aliments sont cuits grâce à l'eau qu'ils contiennent. Est-ce vrai? Oui, en effet. Quand les ondes frappent les aliments, elles font pivoter les molécules d'eau très vite, et cela frotte et chauffe. Et en quoi cela cuit les aliments? Ce mouvement dégage de la chaleur, et cette chaleur cuit les aliments. Ces aliments sont donc cuits aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, contrairement à ce qui se passe dans un four. Mais les ondes doivent frapper plus souvent certaines parties des aliments que d'autres. En effet, c'est pourquoi, dans la plupart des micro-ondes, il y a des plaques tournantes, ce qui assure une cuisson homogène. Mais qui a inventé le four à micro-ondes? Est-ce vous? Non, mais ce monsieur a une part active dans cette découverte. Il pourra vous renseigner. Merci pour votre participation, monsieur Hébert. Je vais maintenant interroger Percy Spencer, le créateur du four à micro-ondes. Bonjour, monsieur Spencer. D'où vous est venue l'idée de créer le four à micro-ondes? Bonjour. À l'époque, je travaillais dans une entreprise spécialisée principalement dans les domaines des systèmes de défense, d'électronique et dans l'aérospatiale qui s'appelle Raytheon. Même mes collègues et moi avions remarqué en passant devant les machines en fonctionnement que la nourriture cuisait dans nos mains. Nous nous sommes dit que cela pourrait servir à cuire des aliments. Nous commercialisâmes le premier four en micro-ondes dans l'année 1947. Comment s'appelait-il? Nous l'avions nommé Radarange. Merci monsieur Spencer pour votre intervention. Aujourd'hui, tout le monde utilise le four à micro-ondes sans vraiment connaître son histoire. Mais si Percy Spencer n'avait pas mis une tablette de chocolat dans sa poche, cette merveilleuse invention n'aurait peut-être jamais existé. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et Découverte. Sciences, Géographie, technologie, archéologie, médecine. Une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bonjour et bienvenue sur la radio Saint-Vincent pour une émission spéciale. Nous allons interviewer le drapier néerlandais venant de la ville de Delft, Anthony van Leeuwenhoek, qui a découvert de façon hasardeuse des bactéries. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Pouvez-vous nous parler de votre profession, de votre vie à Delft? Oui, bien sûr. Je suis drapier commerçant. Je vends des draps et j'en fabrique aussi. Je suis aisé et j'ai une belle demeure. Pouvez-vous nous expliquer que sont les bactéries? Oui, une bactérie, c'est un organisme vivant de taille microscopique unicellulaire, c'est-à-dire composé d'une seule cellule. Elles font généralement quelques micromètres de long et peuvent vous transmettre des maladies. Par exemple, la salmonelle, qui donne des problèmes gastriques. Mais elles peuvent aussi nous aider à vivre. Par exemple, les bactéries dans votre estomac qui vous font digérer. Pouvez-vous nous dire comment vous avez découvert ces bactéries? Oui, ma découverte des bactéries a été un pur hasard, car j'ai voulu fabriquer des meilleures lentilles afin de juger la qualité des tissus que j'achetais et vérifier la qualité des étoffes que je fabriquais. Puis, je me suis mis à observer les objets du quotidien jusqu'à découvrir les protozoaires dans l'eau de pluie, puis les bactéries sur une plaque dentaire que j'ai appelée animalcule. Ah, je ne savais pas. Mais pourquoi le mot animalcule? Oh, parce que je trouvais que ça ressemblait à des animaux très petits, voire microscopiques. Et puis j'ai envoyé en plusieurs lettres mes observations à les instituts scientifiques, ce qui a aidé Louis Pasteur, plusieurs décennies plus tard, à révolutionner la bactériologie. Ah, je ne savais pas. Eh bien, mesdames et messieurs, cela marque la fin de cette interview. Un énorme merci d'être venus et on espère vous revoir sur Radio Saint-Vincent. Au revoir, chers auditeurs. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et Découverte. Sciences, géographie, technologie, archéologie, médecine. Une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Vous connaissez tous Monsieur Patate, le jouet de votre enfance? C'est notre sujet d'aujourd'hui. Nous parlerons plus particulièrement de la création des chips et de leur histoire passionnante. Nous accueillons Victoire Dubuisson et Lily de Serre, nos spécialistes de la pomme de terre. Bonjour Nathalie. Avant d'en venir à notre sujet, parlons de l'aliment dont il provient, voulez-vous? Avec plaisir. La pomme de terre a d'abord été vénérée par les Incas avant d'arriver en Europe en 1534. Elle nourrissait les cochons, mais Monsieur Parmentier l'a fait découvrir au monde comme un plat accessible, bon et facile à cuisiner. Vous nous avez parlé du culte des Incas sur la pomme de terre. Pouvez-vous préciser?
Bien sûr, dans la culture moché, Axomama, déesse de la pomme de terre, fille de Pachamama, déesse de la terre, est vénérée entre l'an 100 et l'an 700 par le peuple Tiwanaku. En effet, ce peuple a réussi à apprivoiser la pomme de terre, initialement toxique, et à en faire un aliment de base pour leur alimentation au même titre que le maïs. Elle est personnifiée sous forme de vase en terre cuite. Merci pour toutes ces informations. Lily, on entend souvent dire que l'invention des chips est due au hasard. Est-ce vrai? C'est exact. Le 24 août 1853 à Saratoga Springs, aux États-Unis, Monsieur Vanderbilt, riche entrepreneur américain, entre dans le restaurant le Moon's Lake House. Il demande à George Crumb, un employé du restaurant, des frites. Lorsqu'il reçoit son plat, il se plaint en disant que les frites sont trop molles et pas assez cuites. Crumb, patient, en refait des plus fines et plus cuites. Vanderbilt renvoie une fois de plus sa commande insatisfait. Pour se venger de ce malotru, Crumb coupe des rondelles aussi fines qu'il le put, les fait frire le plus longtemps possible et les sala énormément, pensant que cela serait infect. J'imagine que ce n'était pas le cas, puisque les chips sont aujourd'hui connus et appréciés de tous. En effet, Monsieur Vanderbilt les adora. Au début, les chips, appelés Saratoga Chips, étaient un plat complet au menu. Ce n'est que lorsque George Crumb ouvrit son propre restaurant qu'elles devinrent des encas proposés aux clients, dans les petits paniers posés sur les tables. Mais comment est-on passé de ces petits paniers aux sachets de nos jours? Nous devons cette invention à Laura Scudder, la propriétaire d'une usine de chips. Les chips ont peu à peu été industrialisés et vendus en carton ou en boîte de conserve. Laura avait remarqué que les chips ranchissaient vite dans leurs emballages. Elle décida alors de fabriquer des sachets en utilisant des feuilles de papier paraffiné scellées au fer chaud. Aujourd'hui, le plastique et l'aluminium ont remplacé le papier, mais le sachet reste le même. Il me semble que cette Laura Scudder a aussi inventé autre chose, non? Et oui, nous lui devons aussi les dates de péremption. Elle fut la première à mettre la date sur les produits qui quittaient son usine de production pour vérifier leur fraîcheur. Très intéressant. J'aurais une dernière question pour vous, Lily. Les rayons des magasins actuels présentent des chips nature, mais aussi des chips aromatisés à plus d'une centaine de saveurs différentes. À qui devons-nous tous ces goûts? À l'origine, les chips étaient vendus sans assaisonnement. Le client se voyait proposer un sachet de sel dont il décidait ou non de saupoudrer ses pommes de terre. En 1954, Joe Murphy, le propriétaire de l'usine de chips de la marque Taito, commença à vendre des chips aromatisés. Les chips sel et vinaigre ainsi que fromage et oignons révolutionnèrent le monde des chips. Elles sont toujours appréciées de nos jours. Eh bien, un grand merci à vous deux pour toutes ces informations. À bientôt sur Radio Saint-Vincent. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Hasard et Découverte. Sciences, Géographie, technologie, archéologie, médecine. Une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bonjour, bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous accueillons deux scientifiques, Malo et Ewan, qui vont nous parler des rayons X. Bonjour, tout d'abord, j'aimerais vous parler de l'utilisation et des dangers des rayons X. Les rayons X sont des rayonnements électromagnétiques de haute fréquence qui sont aussi appelés photons X. Et pourquoi le nom rayon X? Quand Wilhelm Röntgen a découvert les rayons X, il savait que c'était des rayons, mais il ne savait pas de quoi, donc il a mis X pour l'inconnu et le nom n'a pas changé depuis. Et à quoi servent les rayons X? Ils servent à faire des radios pour voir à l'intérieur du corps. Et ce n'est pas dangereux? Si, mais l'on peut faire des radios 2 à 3 fois par an sans problème. Ce sont les radiologues qui doivent se protéger avec des tabliers en plomb. Merci. Et quelles sont les circonstances de la découverte des rayons X? Eh bien, sa découverte diffère d'après les sources. D'après l'une d'elles, Wilhelm Röntgen étudie les rayons cathodiques quand il aurait posé le tube cathodique sur un livre. Il n'avait pas remarqué la clé placée sur un film photographique à l'intérieur du livre. Et au moment de développement du film, il a constaté l'apparition de l'image de la clé. Et une semaine après, pour vérifier, il radiographie sa femme. D'accord. Et qu'est-ce qu'un rayon cathodique? Un rayon cathodique est le passage d'un courant électrique à travers un gaz dans un tube cathodique qui est un tube en verre dans lequel on a fait le vide. Et pour les autres sources? D'après d'autres sources, il testait les rayons cathodiques quand il s'aperçut que l'écran restait fluorescent même à l'autre bout de la table de travail et que quand il plaçait sa main devant, une image de ses os apparaissait. Quelles ont été ses premières utilisations? Le premier français à utiliser les rayons X est Antoine Becler. Merci d'avoir répondu à mes questions et au revoir. C'était Briac, Ewan et Malo sur Radio Saint-Vincent. C'était Hasard et Découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence.
Hasard et découverte. Sciences, Géographie, technologie, archéologie, médecine. Une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Bienvenue sur Radio Saint-Vincent. Aujourd'hui, nous recevons Jacob Michel, le fils du célèbre Jean-François Michel. Bonjour. Nous aimerions revenir sur la découverte de l'épave du Titanic, que l'on doit en partie à votre père. Pourriez-vous nous expliquer comment ça s'est passé ? Alors, c'était à l'occasion d'une expédition de la marine américaine ayant pour but de récupérer 2 sous-marins coulés. Et c'est par hasard que mon père a découvert une gigantesque épave qui s'est avérée être le Titanic. 73 ans après son naufrage, le 1er septembre 1985, on l'avait trouvé. Alors comme ça, il est tombé dessus par hasard. Effectivement. D'ailleurs, beaucoup ont cherché le navire avant lui. Je pense surtout à Jack Grimm, qui est passé par-dessus sans le voir. À l'époque, il était connu pour avoir essayé de localiser Bigfoot et l'Arche de Noé. Oh, incroyable! Mais moi qui suis un grand fan du Titanic, est-ce possible de le visiter? Oui, c'est possible. Malheureusement, c'est très coûteux et très dangereux, autant pour les passagers que pour l'épave elle-même. C'est si dangereux? En juin 2023, un sous-marin destiné à l'exploration du bateau a implosé, emportant avec lui la vie de tous les passagers. Quelle tragédie! Il n'y aurait pas un moyen de voir une reproduction fidèle du navire? Si, il existe des maquettes très réalistes. Même un Lego est sorti à son effigie. Et le film de James Cameron est très bien fait si vous l'avez manqué. Il paraît qu'on a tenté de le faire remonter à la surface. Est-ce vrai? En effet, un homme nommé Douglas Volley a projeté de piéger le Titanic dans de l'azote ou de le remplir de balles de ping-pong et même de vaseline pour le faire remonter à la surface. Ces opérations étaient dans le but de récupérer les cadavres de personnes décédées durant la tragédie et permettre à leurs familles de les enterrer. Eh bien, merci pour toutes ces informations. Ce fut un plaisir. Grâce à vous, on en sait un peu plus sur cette tragédie. C'était Arthur Alexandre et Jacob Michel sur Radio Saint-Vincent. À bientôt, j'espère. C'était Hasard et découverte, une chronique réalisée par les collégiens de Saint-Vincent-Providence. Cette émission était sponsorisée par les cours Galien. Les cours Galien sont des écoles préparatoires au concours de santé, notamment médecine, avec 13 écoles un peu partout en France, dont à Rennes. Ils ont une connaissance de toutes les spécialités dans le domaine médical. Dès la première année, vous assisterez à des cours en présentiel avec des intervenants du monde médical. Vous aurez la possibilité d'avoir des fiches de cours pour vous aider à mieux comprendre et garder le rythme dans toutes les matières. Les cours Galien proposent également du coaching mental pour vous aider et vous accompagner durant votre année, pour améliorer vos performances, vous motiver ou encore gérer votre stress. Ils offrent un suivi personnalisé pour chaque élève. Des locaux sont aussi disponibles si vous voulez travailler seul ou accompagné, et vous aurez le plaisir de travailler dans une bonne ambiance tout au long de l'année. Pour plus d'informations, je vous invite à consulter leur site internet cours-galien.fr. Merci aux cours Galien d'être nos partenaires. À très bientôt sur Radio SV.